Chapitre 0. Introduction. L'auteur de Réfléchissez et devenez riche, Napoléon, il a étudié, interviewé les 500 hommes les plus fortunés de son époque, Carnegie, Rockefeller, Ford. Pour essayer de déterminer s'il y avait des points communs entre tous ces hommes qui savaient comment devenir riches. Existe-t-il une méthode reproductible afin d'apprendre comment devenir riche? La réponse est oui. Et cette méthode, fruit de 25 années de recherche, a été divisée en 13 étapes. Napoléon, il nous explique que l'enrichissement personnel est possible à condition de connaître un et un seul secret. Ce secret ne sera jamais nommé précisément dans le livre, mais pourtant sera évoqué plus d'une centaine de fois car ce secret est plus efficace lorsqu'il est simplement laissé en vue, là où ceux qui sont prêts et qui le recherchent pourront s'en servir. Mais il est clair que par le biais de ces 13 étapes, vous pensez et devenez riche. Ce secret lui a été enseigné par Andrew Carnegie alors que Napoléon il n'était encore qu'un jeune homme. Ce dernier a ensuite passé les 20 années suivantes de sa vie à révéler ce secret à plus de 100 000 hommes pour vérifier son efficacité. L'auteur nous donne un certain nombre d'exemples de personnes qui ont réussi après avoir acquis ce secret. Pour lui, toutes les personnes qui ont acquis ce secret et l'ont utilisé se sont trouvées littéralement emportées par le succès. Ensuite, l'auteur précise que ce secret n'a rien à voir avec le fait de faire de grandes études ou d'être particulièrement bien instruit. Il cite l'exemple d'Henry Ford qui n'a jamais été au lycée. Enfin, Napoléon il conclut en disant que si le lecteur de Réfléchissez et devenez riche est prêt à recevoir ce secret, alors il jaillira de ces lignes devant ses yeux et il reconnaîtra ce secret dans chacun des chapitres du livre. Napoléon il finit par déclarer que tout succès, toute fortune débute par une idée. Chapitre 1. L'homme qui, dans sa pensée, voulait devenir l'associé de Thomas à Edison. Napoléon il nous raconte l'histoire d'Edwin C. Barnes, un homme qui voulait ardemment rencontrer et travailler avec Thomas Edison. Seulement Barnes ne connaissait pas Thomas Edison et il n'avait pas non plus assez d'argent pour se rendre jusqu'au bureau d'Edison. Ces obstacles auraient pu stopper n'importe qui, mais pas Barnes qui désirait travailler avec Edison. Alors il prit un train de marchandises et réussit à décrocher un entretien. Barnes était un garçon tout à fait ordinaire, malgré cela, Edison sentit que son désir de travailler avec lui était vraiment très fort alors il l'engagea comme simple salarié. Cela n'entacha pas la volonté et le désir précis de Barnes de vouloir devenir l'associé d'Edison et non son salarié. Après plusieurs années, Barnes avait toujours son objectif en tête et une opportunité se présenta à lui. Edison venait d'inventer une nouvelle machine qu'aucun de ses commerciaux n'arrivait à vendre. Barnes saisit cette opportunité et vendit cet Ediphone pendant plus de 30 ans. Il empocha des millions de dollars. C'est à cette époque que le slogan, inventé par Edison et installé par Barnes, apparut. Grâce à son idée fixe, devenir l'associé d'Edison, un homme normal réussit à faire fortune. Qu'avait-il de plus que les autres? Il savait ce qu'il voulait et était prêt à persévérer jusqu'à atteindre son objectif. Le point commun entre tous les hommes qui connaissent l'échec est l'abandon. Barnes aurait pu abandonner à maintes reprises, mais pourtant il a persévéré et il a réussi. Le succès vient après l'échec. Napoléon il donne un autre exemple, celui d'un homme qui partit vers l'ouest à la conquête de l'or. Il trouva rapidement le métal recherché et commença à faire fortune. Jusqu'au jour où le filon disparut, il avait exploité tout l'or de sa mine. Et que croyez-vous qu'il fit? Il abandonna. Un investisseur racheta la mine, visiblement vide. Il fit appel à un ingénieur qui déclara qu'il y avait encore de l'or dans la mine, mais qu'il fallait creuser à un autre endroit situé juste à côté. Et cet investisseur, qui avait consulté un ingénieur, fit fortune. La morale de cette histoire? Le succès vient rarement tout de suite et il faut souvent essuyer plusieurs échecs avant de connaître la réussite. La réaction normale après un échec est d'abandonner, c'est d'ailleurs ce que font la plupart des gens. Sur les 500 plus grosses fortunes de l'époque, la plupart ont confié à l'auteur avoir connu leur plus grand succès immédiatement après un échec qui semblait pourtant sans espoir. L'échec ne fait que masquer la réussite qui est en fait beaucoup plus proche qu'on ne le pense.
Le secret d'Henry Ford pour devenir riche. Un jour, Henry Ford, l'homme qui a révolutionné l'automobile, décida de produire son moteur V8. Tous ses ingénieurs lui dirent que son idée était impossible. Ford leur ordonna d'essayer quand même. 6 mois passèrent, puis 6 autres. Et les ingénieurs n'arrivaient pas à construire ce fameux moteur. Ford, déterminé, leur dit de continuer à chercher. Puis un jour, comme par magie, les ingénieurs découvrirent le secret de fabrication du moteur V8. C'est la détermination légendaire d'Henry Ford qui est la source de tous ses succès. Là où plus d'une personne aurait abandonné, lui reste fixé sur son objectif. Chapitre 2. Première étape vers la richesse, le désir. Le désir est le point de départ de toute réussite personnelle. Lorsque Barnes descendit du train de marchandises pour rencontrer Thomas Edison, on aurait pu le prendre pour un vagabond, mais ses pensées étaient celles d'un roi. Pendant tout le trajet, il se visualisait en train de travailler comme associé avec Edison. Ce désir n'était pas un espoir ou un souhait, c'était un désir ardent. Pour tout le monde, Barnes n'était qu'un rouage de plus dans l'affaire d'Edison. Mais dans son propre esprit, il était l'associé d'Edison depuis le premier jour où il était entré dans son entreprise. Comment maintenir dans l'esprit le désir ardent de gagner ? Napoléon il raconte une vieille histoire d'un guerrier qui partait en bateau à une bataille perdue d'avance. Une fois arrivé sur place, il demanda à ses soldats de mettre le feu au bateau. Il ne restait donc plus qu'une seule solution, vaincre ou mourir. Et ils gagnèrent cette bataille perdue d'avance. Celui qui veut réussir dans n'importe quelle entreprise doit couper toute source de retraite. C'est le seul moyen pour maintenir dans l'esprit le désir ardent de gagner, qui est la clé du succès. Instructions à suivre pour transformer vos désirs en argent comptant. Voici les 6 instructions précises et pratiques qui vous permettront de changer vos désirs en argent comptant. 1. Fixez dans votre esprit le montant exact de la somme que vous désirez. 2. Déterminez exactement ce que vous avez l'intention de donner en échange de l'argent que vous désirez. 3. Fixez la date à laquelle vous voulez être en possession de cette somme. 4. Définissez un plan précis qui vous aidera à réaliser votre désir et commencez immédiatement à le mettre en exécution. 5. Écrivez clairement sur un papier la somme que vous voulez acquérir, le délai que vous vous êtes fixé et le plan précis que vous avez élaboré pour réaliser tout cela. 6. Lisez vos objectifs écrits à haute voix, 2 fois par jour, le soir avant de vous coucher et le matin en vous réveillant. Pendant cette lecture, il faut que vous vous voyiez, sentiez et croyiez en possession de cet argent. Votre esprit doit être saturé par le désir d'argent. Ayez un but bien défini et un désir ardent. Pour réussir, il faut avoir un but bien défini, savoir exactement ce que l'on veut et avoir un désir ardent de le posséder. Tous ceux qui désirent devenir riches doivent garder à l'esprit que les plus grands gratte-ciel, que les inventions les plus ingénieuses étaient avant tout des rêves. Building réalisation de l'homme. Les plus grandes réalisations de l'homme n'étaient, à l'origine, que des idées. Lorsque vous aurez décidé d'acquérir votre part de richesse, ne vous laissez pas influencer, même si l'on se moque de votre rêve. Essayez de retrouver l'esprit des grands pionniers dont leurs rêves ont donné à la civilisation américaine tout ce qu'elle a de plus valable ainsi que l'occasion de développer et de lancer nos talents. Le désir rend possible l'impossible. Napoléon il nous raconte ensuite l'histoire de son enfant, sourd-muet de naissance. En le voyant, l'auteur se dit en lui-même, « Je veux que mon fils entende et parle, je veux qu'il ait une vie normale. » Tous les jours Napoléon il se répétait en lui-même qu'il voulait que son fils ait une vie normale. Quelques années plus tard, l'auteur acheta un phonographe que son fils écoutait pendant des heures, les dents soudées au coffre de l'appareil. L'os étant un bon conducteur du son, son fils pouvait entendre la musique, même légèrement. Napoléon il désirait plus que tout au monde que son fils entende, alors il chercha des solutions dans les avancées technologiques de l'époque. Quand le jeune garçon arriva à l'université, il essaya un appareil électrique de pointe qui lui fit entendre pour la première fois. Découvrant un nouveau monde, le fils de l'auteur décida de consacrer sa vie à vendre des appareils pour lutter contre la surdité.
Napoléon il en conclut que rien n'est impossible pour quelqu'un qui a la foi. Il aurait pu accepter que son fils n'entende jamais, mais il s'est battu toute sa vie pour lui trouver des solutions et finalement son fils retrouva Louis. Chapitre 3. Deuxième étape vers la richesse, la foi. La foi est un état d'esprit que l'on acquiert en affirmant ou en répétant des instructions au subconscient, qui joue un grand rôle dans la concrétisation du désir, par le principe de l'autosuggestion. Prenez en exemple votre propre cas. Pourquoi lisez-vous cette chronique ? Parce que vous voulez savoir comment transformer votre désir en son équivalent physique, c'est-à-dire en argent. La seule méthode pour développer volontairement la foi est de répéter à son subconscient des ordres affirmatifs. Je veux 1 million d'euros, je veux 1 million d'euros, je veux. Toute pensée, positive ou négative, stimulée par la foi influence le subconscient. Lorsque les hommes sont confrontés au crime, ils le détestent. La deuxième fois, ils s'y habituent. Avec le temps, ils finissent par l'accepter totalement et trouver cela normal. Toute pensée, répétée encore et encore, finissent par être acceptées par notre subconscient, qu'elle soit bonne ou mauvaise. La plupart des gens se sentent condamnés à rester pauvres, alors ils se répétèrent sans cesse « Je ne pourrai jamais devenir riche ». Et ils finissent par s'en convaincre. Ce sont ces personnes qui sont les créateurs de leur propre malheur. La foi est un état d'esprit qui se crée par l'autosuggestion. Vous pourrez développer votre foi en suggérant volontairement à votre subconscient que vous avez la foi. Puis, votre subconscient influencera vos actions. Si vous comprenez cela, alors vous comprendrez pourquoi il est essentiel de chasser ces pensées négatives, je vais échouer, et d'encourager ces pensées positives, je vais réussir. Cette foi est à la fois le premier pas vers la richesse, mais également le seul antidote contre l'échec. Cela explique pourquoi les riches connaissent toujours plus de succès et les pauvres toujours plus d'échecs. La répétition de la pensée. Comment planter la graine d'une idée dans notre esprit ? C'est très simple, toute idée, tout plan ou but peut être placé dans l'esprit par la répétition de la pensée. C'est pourquoi, l'auteur recommande d'écrire sur papier votre but principal et de le définir précisément, de l'apprendre par cœur et de le répéter à haute voix tous les jours, jusqu'à ce que cette pensée soit solidement installée dans votre esprit. Une fois cette idée fixée dans votre esprit, plus rien ne pourra vous faire abandonner. Souvenez-vous, la richesse commence par une pensée. Chapitre 4. Troisième étape vers la richesse, l'autosuggestion, moyen pour influencer l'esprit subconscient. L'autosuggestion est une forme de suggestion que l'on s'adresse à soi-même. Le subconscient est comme un jardin. N'y touchez pas et les mauvaises herbes s'y développeront. Au contraire, en nourrissant votre jardin de pensées positives, alors toutes les pensées négatives disparaîtront et vous réussirez tout ce que vous entreprendrez. Pour agir sur votre subconscient, pensez avec émotion. Dans le chapitre sur le désir, nous avons vu qu'il fallait répéter à haute voix, 2 fois par jour, tous ces objectifs. Lire à haute voix ne suffit malheureusement pas. Il faut à la fois lire et ressentir vos objectifs. Votre subconscient ne peut agir que s'il est animé par des pensées empreintes d'émotion. De plus, vous devez croire à ce que vous dites. Alors que, les yeux fermés, vous visualisez l'argent que vous désirez, imaginez que, dans le même temps, vous rendez service à autrui et qu'il n'y a pas simple acquisition ou avantage personnel, mais échange. Il ne peut pas y avoir d'enrichissement sans un service rendu en contrepartie. Le fait que vous lisiez cette chronique prouve que vous désirez vraiment connaître les secrets de la réussite. Pour obtenir des résultats satisfaisants, vous devez suivre à la lettre toutes les instructions décrites dans Réfléchissez et devenez riche et croire profondément que votre désir se concrétisera. L'homme est le maître de son destin terrestre. De nombreux philosophes ont constaté que l'homme est le maître de son destin, mais la plupart n'ont pas pu nous dire pourquoi il en est ainsi. L'homme peut devenir maître de lui-même et de tout ce qui l'entoure, parce qu'il possède le pouvoir d'influencer son propre subconscient. Chapitre 5. Quatrième étape vers la richesse, la spécialisation, expérience personnelle ou observation. Il y a 2 sortes de culture, la culture générale et la spécialisation.
La culture générale n'a que peu d'utilité dans la course à l'argent. Faire de longues études n'aide pas à devenir riche, d'ailleurs la plupart des professeurs sont pauvres. Le principal défaut de tout système éducatif est l'impossibilité des écoles à apprendre à leurs élèves l'organisation et l'utilisation du savoir. Henry Ford, lors d'un procès pour diffamation, dut répondre à un certain nombre de questions de culture générale visant à prouver qu'il n'était pas éduqué. Ce que répondit Henry Ford les déstabilisa. Je travaille avec des gens qui sont tout capables de répondre à vos questions, il me suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'ils viennent y répondre. Alors pourquoi devrais-je essayer d'avoir réponse à toutes les questions alors que je travaille avec des hommes qui sont là pour m'aider en cas de défaillance? Tous les avocats ne surent quoi répondre. Tout le monde reconnut que les propos de Ford étaient ceux d'un homme éduqué. Avant de pouvoir transformer votre désir en son équivalent monétaire, il faut d'abord que vous vous spécialisiez dans un domaine précis. La connaissance du service, des marchandises ou de la profession que vous avez l'intention d'offrir, en échange de la fortune, est indispensable. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les hommes qui réussissent, et cela dans toutes les sphères d'activité, ne cessent jamais d'enrichir leurs connaissances spécialisées. Ceux qui échouent font souvent l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. En vérité, l'école ne fait qu'essayer de nous apprendre comment nous pouvons acquérir des connaissances pratiques. Se former est, la plupart du temps, payant. La personne qui cesse d'étudier, simplement parce qu'elle pense qu'elle a terminé ses études, est désespérément condamnée à la médiocrité. Pour atteindre le succès, il faut continuer à acquérir des connaissances. C'est pour cette raison que j'ai créé mon blog, Objectif 10%, qui a pour objectif de vous aider à trouver des placements qui vous rapporteront au moins 10% par an. Chapitre 5. Quatrième étape vers la richesse, la spécialisation, expérience personnelle ou observation. Il y a deux sortes de culture, la culture générale et la spécialisation. La culture générale n'a que peu d'utilité dans la course à l'argent. Faire de longues études n'aide pas à devenir riche, d'ailleurs la plupart des professeurs sont pauvres. Le principal défaut de tout système éducatif est l'impossibilité des écoles à apprendre à leurs élèves l'organisation et l'utilisation du savoir. Henry Ford, lors d'un procès pour diffamation, dut répondre à un certain nombre de questions de culture générale visant à prouver qu'il n'était pas éduqué. Ce que répondit Henry Ford les déstabilisa. Je travaille avec des gens qui sont tout capables de répondre à vos questions, il me suffit d'appuyer sur un bouton pour qu'ils viennent y répondre. Alors pourquoi devrais-je essayer d'avoir réponse à toutes les questions alors que je travaille avec des hommes qui sont là pour m'aider en cas de défaillance? Tous les avocats ne surent quoi répondre. Tout le monde reconnut que les propos de Ford étaient ceux d'un homme éduqué. Avant de pouvoir transformer votre désir en son équivalent monétaire, il faut d'abord que vous vous spécialisiez dans un domaine précis. La connaissance du service, des marchandises ou de la profession que vous avez l'intention d'offrir, en échange de la fortune, est indispensable. Il n'est jamais trop tard pour apprendre. Les hommes qui réussissent, et cela dans toutes les sphères d'activité, ne cessent jamais d'enrichir leurs connaissances spécialisées. Ceux qui échouent font souvent l'erreur de croire que le temps d'apprendre se termine avec l'école. En vérité, l'école ne fait qu'essayer de nous apprendre comment nous pouvons acquérir des connaissances pratiques. Se former est, la plupart du temps, payant. La personne qui cesse d'étudier, simplement parce qu'elle pense qu'elle a terminé ses études, est désespérément condamnée à la médiocrité. Pour atteindre le succès, il faut continuer à acquérir des connaissances. C'est pour cette raison que j'ai créé mon blog, Objectif 10%, qui a pour objectif de vous aider à trouver des placements qui vous rapporteront au moins 10% par an. Chapitre 7. Sixième étape vers la richesse, l'élaboration des plans, la cristallisation du désir en action. Tout ce que l'on crée ou que l'on acquiert commence par le désir. Dans l'atelier de l'imagination où des plans sont créés et organisés, le désir entame son voyage, de l'abstrait au concret. L'élaboration d'un ou de plusieurs plans définis et pratiques pour réaliser cette transformation est une phase très importante. Voici comment élaborer des plans.
Réunissez toutes les personnes qui seront nécessaires à la réussite de votre plan. Décidez des avantages et des bénéfices que vous pourrez offrir aux différents membres de votre groupe en échange de leur coopération. Organisez des réunions avec les membres de votre groupe, au moins 2 fois par semaine jusqu'à ce que votre plan soit terminé. Et enfin, soyez en parfaite harmonie avec chaque membre de votre groupe. Persévérez jusqu'à réussir. Si le premier plan que vous adoptez échoue, remplacez-le par un nouveau plan. Si celui-ci ne réussit pas non plus, remplacez-le encore par un nouveau et ainsi de suite jusqu'à ce que vous trouviez celui qui fonctionne. C'est exactement là que la majorité des gens se découragent et connaissent l'échec, à cause de leur manque de persévérance. La défaite temporaire mène au succès. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique. On pourrait dire qu'il a échoué 10 000 fois, mais Napoléon il précise qu'il a rencontré la défaite temporaire 10 000 fois avant que ses efforts soient récompensés. C'est là qu'est toute la différence. Chaque échec ne doit être considéré que comme un échec temporaire et qu'un succès est tout proche. Il ne faut surtout pas abandonner au premier coup dur. Personne n'est jamais battu, jusqu'à ce qu'il abandonne dans son esprit. Personne ne peut espérer connaître de grands succès financiers sans connaître des échecs temporaires. L'auteur utilise une phrase que j'aime beaucoup: un lâcheur ne gagne jamais et un gagneur ne lâche jamais. Les éléments principaux du leadership. Il n'y a aucune honte à être un suiveur, mais on ne gagne rien à y rester. La plupart des grands chefs ont commencé en qualité de suiveurs. Ils sont devenus de grands chefs parce qu'ils étaient des suiveurs intelligents. À peu d'exceptions, l'homme qui est incapable de suivre intelligemment son chef ne sera jamais un bon chef. Les hommes qui sont proches de leurs supérieurs sont souvent ceux qui décrochent des promotions en premier. Un suiveur intelligent a plusieurs avantages, parmi eux l'opportunité d'acquérir le savoir de son chef. Voici les qualités que doivent développer tous les leaders. Courage infaillible. Contrôle de soi. Un sens réel de la justice. Fermeté dans les décisions. Précision des plans. L'habitude d'en faire plus que les autres. Une personnalité agréable. Sympathie et compréhension. Maîtrise des détails. Volonté d'assumer la pleine responsabilité. Coopération. Les 10 causes principales de l'échec dans le leadership. Négligence des détails. Réticence à rendre un service humble. Vouloir un salaire pour ce qu'ils savent, et non pour ce qu'ils font avec ce qu'ils savent. Peur de la concurrence des subordonnés. Manque d'imagination. Égoïsme. Intempérance. Déloyauté. Mise en avant de l'autorité de la direction. Mise en avant du titre. Les 30 principales causes de l'échec. Au-delà de l'analyse de grandes réussites, Napoléon il a aussi eu l'occasion d'observer de grands échecs. Il en a tiré 30 causes. Un fond héréditaire défavorable, une déficience mentale par exemple. Le manque de but bien défini dans la vie. Le manque d'ambition. Une éducation insuffisante, les hommes sont payés pour ce qu'ils savent, mais surtout pour ce qu'ils font de leur savoir. Le manque d'autodiscipline. Une mauvaise santé. Des mauvaises influences pendant l'enfance, la plante pousse selon son tuteur. L'hésitation, la cause la plus courante de l'échec. Le bon moment ne viendra jamais. Le manque de persévérance. Une personnalité négative. Le manque de contrôle des besoins sexuels. Le désir incontrôlé d'avoir quelque chose sans rien donner. Le manque de décision bien définie. Une ou plusieurs des 6 craintes de base, elles sont décrites dans la partie « Les 6 fantômes de la peur ». Mal choisir son conjoint, les rapports maritaux seront une forme d'échec s'ils sont marqués par la misère, la tristesse et la destruction de tout signe d'ambition. La prudence excessive. Mal choisir ses associés dans les affaires. La superstition et les préjugés. Se tromper de vocation. La dispersion de vos efforts. L'habitude de dépenser sans compter. Le manque d'enthousiasme. L'intolérance. Les excès concernant la nourriture, les boissons et la vie sexuelle. L'incapacité de coopérer,
à travailler avec les autres. La possession d'un pouvoir non acquis par ses propres efforts, hérité d'une grande fortune par exemple. La malhonnêteté. L'égoïsme et la vanité, ces défauts font fuir les autres. L'estimation au lieu de la réflexion, il faut juger par la réalité et par des avis. Le manque de capital. Chapitre 8. Septième étape vers la richesse, la décision. Avant la rédaction de Réfléchissez et devenez riche, Napoléon a étudié plusieurs milliers de cas d'échec et en a conclu que l'une des principales causes de l'échec est l'indécision. La plupart des personnes qui font fortune ont la capacité de prendre des décisions rapidement et de s'y tenir. Prenez vous-même vos décisions et tenez-vous-y. La plupart des gens qui échouent dans leur tentative de gagner beaucoup d'argent sont généralement très influençables. Les amis intimes et les parents, bien que ce ne soit pas leur intention, freinent souvent nos ambitions en émettant des réserves ou en exprimant un avis négatif. Des milliers d'hommes et de femmes traînent toute leur vie des complexes d'infériorité parce qu'une personne a détruit leur confiance en eux par ses opinions et ses moqueries. Vous avez un cerveau et un esprit, alors servez-vous-en pour prendre vos propres décisions. La valeur d'une décision. La valeur d'une décision dépend du courage qu'il faut pour la prendre. Les grandes décisions qui font progresser la civilisation sont prises par des hommes qui vont jusqu'à risquer la mort. La plus grande décision de toute l'histoire des États-Unis a été prise à Philadelphie, le 4 juillet 1776, lorsque 56 hommes signèrent un document, sachant qu'il aurait aussi bien pu apporter la liberté à tous les Américains que d'en faire pendre 56 haut et court. Ce document est la Déclaration d'indépendance qui fit naître les États-Unis d'Amérique. Chapitre 9. Huitième étape vers la richesse, la persévérance, l'effort nécessaire pour avoir la foi. La persévérance est ce qui vous permettra de transformer le désir d'argent en monnaie sonnante et trébuchante. Associée à la persévérance, il y a la volonté. Ces deux notions conjuguées peuvent emmener n'importe quel homme ou femme vers des sommets de réussite. La plupart des gens abandonnent à la première résistance et c'est pour cette raison qu'ils ne deviendront jamais riches. Un désir tiède apporte de maigres résultats. Le désir est à l'origine de toute entreprise. Ne l'oubliez jamais. Un petit désir n'apporte que de maigres résultats, de même qu'un petit feu donne peu de chaleur. Si vous manquez de persévérance, combattez cette faiblesse en stimulant votre désir jusqu'à ce qu'il devienne obsessionnel. De même que l'eau est attirée par l'océan, la fortune est attirée par ceux qui ont préparé leur esprit à la recevoir. Ceux qui ont cultivé l'habitude de la persévérance ont acquis une assurance contre l'échec. Peu importe le nombre de leurs défaites, ils sont certains de remporter la victoire. La persévérance est à la portée de tous. La persévérance est un état d'esprit, elle peut donc se cultiver. Pour y arriver, voici ce qu'il faut. La définition du but. Le désir. La foi en soi. La précision des plans. Des connaissances adéquates. La coopération. Le pouvoir de la volonté. L'habitude. Les ennemis de la persévérance. Voici les faiblesses qui doivent être vaincues par tous ceux qui cherchent à faire fortune. L'impossibilité de reconnaître et de définir clairement ce que l'on veut. L'hésitation et son lot d'alibis et d'excuses. Le manque d'intérêt pour un enseignement spécialisé. L'indécision et l'habitude de laisser les autres prendre toutes les décisions à notre place. L'habitude de se reposer sur des excuses au lieu de créer des plans précis pour trouver une solution à son problème. Le contentement de soi. Il n'y a malheureusement rien à faire contre cette maladie. L'indifférence qui se manifeste habituellement par la recherche systématique de compromis là où il y aurait lieu de faire face aux obstacles et d'essayer de les franchir. L'habitude de critiquer les erreurs des autres et d'accepter des circonstances défavorables comme inévitables. La volonté, et même parfois la hâte, d'abandonner au premier signe de défaite. L'absence de plan organisé et soigneusement rédigé pour pouvoir être mieux étudié. L'habitude de négliger l'occasion qui se présente. Souhaiter au lieu de vouloir. L'habitude d'établir des compromis avec la pauvreté au lieu de vouloir la fortune. Le manque total d'ambition d'être, d'agir, de posséder.
La quête de raccourcis menant à la fortune, essayer de prendre sans rien donner. La peur d'être critiqué, la peur du « qu'en dira-t-on » qui fait échouer autant l'élaboration que l'application de plans. Chapitre 10. 9e étape vers la richesse, le pouvoir de l'alliance des esprits maîtres. Pour faire fortune, le pouvoir est indispensable. Dans Réfléchissez et devenez riche, Napoléon il le définit comme une connaissance organisée et intelligemment dirigée. Les avantages d'avoir un groupe des esprits maîtres. Celui qui s'entoure d'hommes intelligents a un avantage certain sur celui qui est seul. De plus, Napoléon il évoque la synergie des esprits, 1 + 1 = 3. 2 esprits travaillant ensemble sont plus efficaces que 2 esprits séparés. La clé du pouvoir et de la réussite est de savoir s'entourer d'hommes brillants. C'est notamment le cas d'Andrew Carnegie qui avait dans son groupe des esprits maîtres 50 personnes qui maîtrisaient le domaine de l'acier sur le bout des doigts. La réussite des grands hommes est souvent due aux personnes qui les ont entourés. Chapitre 11. 10e étape vers la richesse, le mystère de la transmutation sexuelle. L'émotion sexuelle n'est pas seulement liée à un état physique, mais également à une émotion. Cette émotion a 3 raisons d'être. La reproduction. Le maintien en bonne santé. La transformation de la médiocrité en génie. Le désir sexuel est le plus puissant des désirs. Il stimule, développe l'imagination, le courage, la volonté, la persévérance et un pouvoir créateur qui va croissant. Le désir sexuel est extrêmement puissant. Certains, pour le satisfaire, risquent leur vie et leur réputation. Ce désir doit donc être maîtrisé, catalysé pour servir à une cause plus grande que la reproduction, par exemple la poursuite de la richesse. Il a été prouvé que les personnes qui réussissaient le mieux étaient ceux qui avaient un très fort désir sexuel, mais qui étaient capables de le contrôler. Au contraire, les personnes qui n'arrivent pas à catalyser cette énergie échoueront toujours dans la vie. C'est d'ailleurs pour cette raison que le succès ne vient pas à 20 ans, à de rares exceptions, mais plus tard, quand l'homme arrive enfin à maîtriser son énergie sexuelle. Chapitre 12. 11e étape vers la richesse, l'esprit subconscient. Le subconscient enregistre et classe toutes les pensées qui atteignent le conscient par l'un des 5 sens. Le subconscient travaille jour et nuit. Confiez à votre subconscient votre plan, désir ou but. Par un phénomène inconnu, le subconscient se nourrit de nos pensées et les transforme en leur équivalent physique. De plus, il utilise toujours les moyens les plus pratiques pour y arriver. Vous n'avez pas le contrôle de votre subconscient, mais vous pouvez lui suggérer un plan d'action. Lorsque vous aurez accepté l'existence de votre subconscient, vous comprendrez pourquoi il est important de préciser vos désirs et de les écrire. Cependant, pour agir sur le subconscient, il faut être patient et faire fonctionner le pouvoir de l'habitude, répéter tous les jours à haute voix vos objectifs et votre plan. Au contraire, si vous n'essayez pas de le contrôler, votre subconscient se nourrira des pensées qui traversent votre esprit, que ces pensées soient positives ou non. Apprenez à maîtriser vos pensées et vous maîtriserez votre subconscient. Les 7 émotions positives. Vous pouvez choisir de nourrir votre subconscient avec des émotions positives. Désir, foi, amour, sexualité, enthousiasme, tendresse, espoir. Les 7 émotions négatives. Où vous pouvez subir vos émotions négatives. Peur, jalousie, haine, vengeance, avarice, superstition, colère. Chapitre 13. 12e étape vers la richesse, le cerveau humain, un poste émetteur et récepteur de la pensée. Le cerveau humain est semblable à une radio, il peut émettre des ondes, mais également en recevoir. Quand le cerveau fonctionne avec intensité, il est capable de donner une charge émotive aux ondes reçues pour qu'elles soient intégrées dans notre subconscient. Le subconscient est la station émettrice du cerveau alors que l'imagination créatrice est le poste récepteur du cerveau. Nous sommes dirigés par des forces intangibles. Napoléon il explique qu'il y a des forces intangibles, des choses que l'on ne peut percevoir avec nos 5 sens. Parmi ces forces intangibles, il y a la pensée. À l'époque de l'auteur et encore aujourd'hui,
les scientifiques comprennent très mal le fonctionnement du cerveau. Les cerveaux de votre groupe de travail peuvent être accordés les uns aux autres en mettant en place un environnement favorable. L'auteur décrit les conditions idéales pour stimuler notre sixième sens dans le chapitre suivant. Chapitre 15. Comment vaincre les 6 fantômes de la peur ? Pour réussir, vous devez chasser de votre esprit toute forme de peur. C'est un principe clé de réfléchissez et devenez riche. La peur peut être divisée en 6 formes différentes, la peur de la pauvreté, de la critique, de la maladie, de perdre son amour, de la vieillesse et de la mort. Mais vous ne devez pas oublier que la peur est un état d'esprit et qu'un état d'esprit peut se contrôler et se diriger. Malheureusement pour les peureux, les états d'esprit se transforment en leur équivalent physique, que l'état d'esprit en question soit volontaire ou non. La peur de la pauvreté. La peur de la pauvreté est la principale peur qui nous empêche de nous enrichir. Et si j'échouais ? Est-ce que je me retrouverais à la rue ? La peur de la pauvreté n'est qu'un simple état d'esprit. Mais pourtant, elle peut suffire à détruire toute chance de réussite. Beaucoup de personnes n'investissent pas leur argent de peur de le perdre. La peur d'être critiqué. Napoléon, il se pose la question suivante, comment l'homme en est-il arrivé à craindre les critiques ? Le comportement de la plupart des hommes est commandé par la peur d'être jugé négativement par les autres. C'est pour cette raison que tout le monde rachète régulièrement des vêtements, par peur de ne plus être à la mode. Cette peur enlève à l'homme son imagination, détruit toute forme d'initiative. C'est cette peur de se faire taper sur la tête, si on sort du rang qui empêche les hommes de vivre la vie dont ils ont vraiment envie. La peur de la maladie. L'homme craint la maladie parce qu'il l'associe à la vieillisse et à la mort. Cependant, un médecin réputé estimait que 75% de ses patients étaient des malades imaginaires. Il a également été prouvé que la peur de la maladie entraînait la maladie elle-même. Cela va dans le sens de la thèse de l'auteur qui estime que les pensées se transforment en leur équivalent physique. La peur de perdre son amour. La jalousie et autres formes de névrose proviennent de la peur de perdre l'être aimé. C'est une forme de peur très puissante, celle qui fait probablement le plus de ravages dans le corps et l'esprit. L'homme préhistorique avait tendance à la polygamie et c'est l'homme le plus fort qui choisissait sa femme. Il s'en emparait par la brutalité. L'homme peut avoir plusieurs enfants de plusieurs femmes en même temps alors que la femme ne peut avoir qu'un seul enfant à la fois et donc qu'un seul conjoint. Ce sont d'ailleurs plus souvent les femmes qui ont peur de perdre leur amour, ce qui s'explique par la nature polygame de l'homme. La peur de vieillir. À la peur de vieillir est associée 2 types de peur, celle de s'affaiblir et celle de mourir. Cette forme de peur entraîne la crainte de la pauvreté, celle de perdre l'indépendance et la liberté physique et économique. La peur de la mort. Cette peur est la plus cruelle de toutes. Cette angoisse a engendré un certain nombre de fanatismes religieux. Seule la religion donne un sens à la vie en lui suggérant qu'il y a une vie après la mort. La religion essaie d'expliquer les questions suivantes. D'où venons-nous ? Et où allons-nous ? Les pensées destructrices. Les ondes émises par la peur se transmettent et passent d'un esprit à l'autre. C'est pour cette raison que les personnes négatives ont tendance à nous transmettre leur pessimisme et que les personnes positives nous transmettent leur enthousiasme. Celui qui émet des pensées négatives détruira son imagination créatrice. De plus, ces pensées entraînent une personnalité négative et repoussent les autres, voire les rend hostiles. Heureusement, vous pouvez contrôler votre pensée, la nourrir des idées que vous aurez choisies. Vous aurez le maîtrise de votre destinée aussi longtemps que vous contrôlerez vos pensées. Beaucoup de gens ont recours aux excuses. Les gens qui ne réussissent pas ont tous un point commun. Ils connaissent les raisons de leurs échecs et les expliquent en les excusant. Malheureusement, les excuses n'ont jamais fabriqué l'argent. Voici quelques excuses couramment utilisées mentionnées dans Réfléchissez et devenez riche. Si j'avais de l'argent. Si j'avais une meilleure santé. Si j'avais plus de temps. Si je pouvais revivre ma vie. Si j'étais né riche. Si ma famille me comprenait. Si.